Bonsoir à tous. Première vidéo de cet an de grâce 2026. Donc première chose, bonne année à tous. Je vous présente mes excuses pour le retard d'une semaine dans les vidéos. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, malheureusement j'avais chopé la grippe. Je suis remis depuis 3 jours, donc voilà. Promis, je ne me moquerai plus des gens qui garde le lit avec 40 de fièvre. Effectivement, ça n'est pas simple. Mais ne vous inquiétez pas, le retard va être rattrapé et normalement en fin de semaine prochaine, on sera OK dans ce qui était prévu et dans ce qui n'a pas été fait. Alors, je ne refais pas non plus le laïus sur le bilan et compagnie, tout a été dit dans la dernière vidéo de 2025. J'avais vu les commentaires, j'y ai répondu, j'ai dit ce que j'avais à dire, tout ce que j'espère étant qu'à défaut d'une amélioration, eh bien 2026 ne sera pas l'année de la détérioration. On verra bien ce que ça nous réserve. Alors ce soir nous allons parler du Désespéré, livre de 450 pages paru en 1887, dont l'auteur est Léon Bloy et que vous pouvez trouver normalement neuf au prix de 10 €. Alors, j'avais pas fait de vidéo pendant 3 semaines, j'ai l'impression d'avoir été absent pendant 6 mois tellement j'avais eu l'habitude de charbonner quotidiennement. Et mine de rien, j'avais fait aucune pause jusqu'à présent, donc j'ai l'impression que ça fait vraiment très longtemps. On attaque les vidéos dans le même esprit, avec toujours la même humilité. Bon, après, la littérature, c'est un ressenti qui est bien souvent personnel, donc bon, la qualité n'est pas non plus l'exhaustivité ou la parfaite justesse. Mais voilà, on va attaquer avec le même état d'esprit. Je vais éviter de divaguer sur ce que j'ai fait pendant les vacances, on s'en fout un petit peu. Mais on va donc ouvrir cette année avec le Désespéré, donc sans espoir au cœur malheureusement. Toujours est-il que, écoutez, bienvenue pour cette deuxième année d'aventures audiovisuelles. Commençons comme d'habitude par l'auteur et le contexte. Nous avons déjà parlé de Léon Bloy, le mendiant ingrat, Byzance et Constantinople en l'occurrence pour ceux qui l'auraient oublié. Je pense que l'on peut aussi parler de Bloy le désespéré. Au-delà de la dimension psychologique du désespoir, de sa définition ou de sa réalité tangible, on peut se pencher en quelques lignes sur les motifs vécus de ce désespoir vibrant de l'auteur, sans refaire la biographie entière que nous avions, je crois, déjà faite. Léon Bloy est né en 1846 à Périgueux, et il faut livrer la litanie de misère qui accompagne l'homme. Ce sera ici le but de ce résumé orienté. Un exercice biographique différent du précédent donc, puisque l'on peut faire la même chose de 20 façons différentes. Étudiant médiocre, travailleur médiocre, bouleversé à un peu plus de 20 ans par son retour au catholicisme, passé par la guerre de 1870, journaliste très précaire, il a plus de 30 ans lorsqu'il rencontre une femme entretenue, Anne-Marie Roulet. Vivant tous deux dans la misère et la mystique, cette première femme finit internée en 1882. Quelques mois plus tard, il entame une liaison qui se termine par la mort rapide de sa compagne, en l'occurrence de la tuberculose, et rebelote avec la troisième qui meurt 18 mois plus tard d'une crise de tétanos. Ces années correspondent à la parution de ses premières œuvres dans un complet silence, malgré l'appui qu'il a de Barbé d'Aurevilly, et à la publication d'un journal hebdomadaire, Le Pal, qui ne dépassera pas 4 ou 5 numéros. Numéros que vous pouvez d'ailleurs retrouver publiés, je ne sais plus, je crois que c'est dans un petit livre aux éditions Obsidian, que j'ai, je ne saurais plus vous dire le prix, mais vous pouvez retrouver effectivement ces numéros du Pal. Il semble trouver une certaine stabilité à partir de 1887, malgré des collaborations toujours aussi difficiles dans la presse du fait de son caractère, mais en 1895, il perd ses deux fils en bas âge. Il perdra un troisième fils, premier-né d'une liaison avec une autre femme en 1900, premier fils âgé d'à peine 10 ans, et jusqu'à sa mort en 1917,
eh bien il ne cessera de publier et finalement ne connaîtra un relatif succès que dans sa dernière décennie. Vous voyez donc la biographie volontairement orientée d'un homme né pour le malheur. Pour un autre récit de sa vie, je renvoie eh bien, à la fiche précédente. Pourquoi alors cette étrange biographie ? Eh bien parce que vous comprenez qu'en tant qu'écrivain sans succès, comme en colère, que catholique, que pauvre, comme marqué par la mort et les deuils, eh bien Léon Bloy ne pouvait être que le désespéré de lui-même, mais surtout des autres. Ceci étant, vous le verrez, Bloy a le désespoir du révolté, puisque eh bien, on peut être sans espoir et tout de même combattre. Le désespéré a un contexte. Le livre est publié en janvier 1887 après une cruelle gestation. Il est démarré dès 1883, il est plusieurs fois abandonné par découragement, abandonné aussi en raison des difficultés financières de l'auteur et eh bien, des divers décès qui le frappent. Le livre sera finalement repris fin 1885 et il mettra un petit peu plus d'un an à être accouché. Stock refusera d'abord de le publier, craignant des poursuites au vu des propos terribles, voire diffamatoires sur ses contemporains, et il faudra recourir à des réseaux contestataires pour le voir paraître. Accablé du silence des confrères, les 2000 exemplaires imprimés sont un four. Un succès commercial donc, mais succès d'estime et de réputation qui finira par imposer le livre avant la mort de son auteur, ce qui sera eh bien, la revanche de celui qu'on appelait le pèlerin de l'absolu. Alors j'ai choisi une présentation très différente des précédentes. La description des événements prendra sans doute moins de place et eh bien, je réserve une bonne partie de mes propos pour citer les exécutions écrites de Bloy envers ses contemporains, ce que je considère les meilleurs morceaux, en vous restituant un petit peu la personnalité des condamnés. Mais avant, eh bien, plongeons-nous dans ce brûlot largement autobiographique. Alors, pourquoi le désespérer ? Eh bien, le roman s'ouvre sur un parricide. Celui du héros, qu'un marche noir, assassin d'un père, assassin moral, de celui qu'il aurait voulu voir autre comme jeté aux réprobations et aux avanies démoniaques de la vie d'artiste. Caïn Marie-Joseph Marchenoir est un de ces êtres miraculeusement formés pour le malheur. Alors passons sur le nom Caïn Marie-Joseph, le symbole est bien entendu transparent. L'homme était né avec la pleine révolution industrielle et le miracle de la technique qui venait ensemencer jusqu'à la plus noire province péricourdine, donnant de nouveaux espoirs chez les pères pour leurs fils. Je cite. L'araignée industrielle avait fixé là son laboratoire et pompait les sucs financiers de beaucoup de provinces naguère tranquilles qu'elle avait promis d'enrichir. La frénésie californienne, la prostitution et le jobardisme civilisateur battaient leur plein. En conséquence, le besogneux employé de l'État avait formé le bouddhique vœu d'immerger le fils de ses secrètes ambitions déçues dans ce brahmapoutre d'or. Mais même ce monde de réseaux filandreux tissé de ces néophiles dorés peut se révéler borné pour celui qui rêve. Je cite, « Le globe entier est devenu raisonnable et on est assuré de rencontrer un excrément anglais à toutes les intersections de l'infini. » Vient rapidement la conversion, ou plutôt le retour au catholicisme pour notre héros, point de bascule crucial pour Marche Noire, point de bascule crucial pour son autre créateur. Mais eh bien, la conversion n'en fait pas moins un catholique fulminant contre l'Église et ses coreligionnaires. Le miracle du christianisme pour Bloy, ce sont ces 2000 années de survie dans l'étroitesse des consciences bourgeoises, la médiocrité des prélats et l'abandon des pauvres. Bref, comme tout artiste de son temps, eh bien, ce sera la ruée vers Paris. Mais toute arrivée d'un déraciné dans la ville lumière s'accompagne de désagréments, vous le savez déjà, nous en avons déjà parlé. Vous avez ici le désespéré de Courbet, dont on a appris qu'il n'appartenait plus à la France récemment, ce qui nous fera désespérer. Je cite l'auteur. « Successivement évincé de toutes les industries et de tous les trucs suggérés par l'ambition de subsister, il se vit réduit à condescendre aux plus linéamentaires expédients. Ramasseur diurne et noctambule investigateur, il s'acharna faméliquement à la recherche de tout ce qui peut être glané ou picoré dans les mornes steppes de l'égoïsme universel. » Révélation difficile pour Marche Noire et disons en transparence pour Bloy, d'une époque où l'on lutte réellement, physiquement contre l'inanition et où le pauvre eh bien, n'est pas seulement pauvre, il est sans existence. Révélation
D'autant plus difficile lorsque cette misère s'accompagne du mépris des mercantis. Je le cite. La gloire aux mains pleines ne venait pas. Elle se prostituait dans les pissotières du journalisme. Révélation difficile aussi pour un chrétien confronté à la détresse existentielle et morale de la sainte fornication. Marchenoir fit de l'amour extatique dans les lits debout, avec une conscience dilacérée, en se vomissant lui-même, à l'instar de ces anachorètes pulvérulents de l'ancienne Égypte, que l'aiguillon de la chair contraignait parfois à venir secouer leur carcasse mortifiée dans d'Impurville. Ce qui ne l'empêche pas, d'ailleurs, de s'affubler, là aussi, comme en transparence avec la situation d'Anne-Marie Roulet, ce qui n'empêche pas de s'affubler d'une étrange compagne platonique. Véronique Cheminot, célèbre naguère au quartier latin sous le nom expressif de la Ventouse, était une splendide goujatte que 10 années au moins de prostitution sur 25 ans n'avaient pu flétrir. Notre homme, bonsoir Tajika, ne trouve pas non plus la paix en exil chez les cénobites de la Grande Chartreuse, dernière flamme de la Floie, réchauffement habituel des tièdes à peu de frais, lui n'est pas fait pour cette quiétude. Et donc le voilà de retour à Paris pour découvrir que sa sainte pécheresse s'est faite retirer toutes les dents pour éviter la tentation à son fulminant compagnon. Pourtant, qu'un Marchenoir dispose alors de l'opportunité d'intégrer le Pilate, double du Figaro, qui requiert ses services sous la direction d'Abraham Properce-Beauvivier, nous reviendrons sur l'homme. Le héros est donc prêt à livrer un premier et probablement dernier article tonitruant. Il doit saisir l'occasion. Aucun moyen malheureusement de s'opposer à ce forcené sabordeur. Je le cite. « Je vivrai donc sur ma vocation jusqu'à ce que j'en meure, dans quelque orgie de misère. Je serai Marchenoir le contempteur, le vociférateur et le désespéré, joyeux d'écumer et satisfait de déplaire, mais difficilement intimidable et broyant volontiers les doigts qui tenteraient de me bâillonner. » Marchenoir, homme certes terrible, mais comme beaucoup d'hommes terribles, candide et désarmé face à la sympathie des transactions, il est séduit. Le voilà en prime invité à un dîner littéraire, pièce formidable de destruction par les mots dont je vais reparler. Le voilà donc attablé, privé du ressort de la richesse, amoureux de toutes les grandeurs conspuées et seul contre tous. Bien entendu, notre homme est là pour faire le spectacle et le scandale, et la lecture de son article doit être le feu d'artifice voulu par le roué Beauvivier. Mais ce dîner de cons va virer à l'émeute contre cet hérétique en société. Je le cite. « Seulement, prenez garde. La salauderie n'est pas un refuge éternel et je vois une gueule énorme qui monte à votre horizon. On souffre beaucoup, je vous assure, dans le monde cultivé par vous. On est sur le point d'en avoir diablement assez, et vous pourriez récolter de sacrées surprises. La force des choses vous a rempli d'un pouvoir qu'aucun monarque avant ce siècle n'avait exercé, puisque vous gouvernez les intelligences et que vous possédez le secret de faire avaler des pierres aux infortunés qui sanglotent pour avoir du pain. Au nom des lettres qui vous renient avec horreur, vous vivez exclusivement de mensonges, de pillages, de bassesse et de lâcheté. Vous dévorez l'innocence des faibles et vous vous rafraîchissez en léchant les pieds putrides des forts. J'espère donc vous voir, dans peu, sans aucun argent et tondu jusqu'à la chair vive. » Et donc acter son échec dans la profession rémunératrice et le retour à ce stylisme du stylite. Échec aussi du périodique que lancera Marchenoir, référence bien entendu au pal de Léon Bloy qui connut le même sort, œuvre de haute justice et de magnifique fureur. Le tonitruant clochard n'est donc pas fait pour cette société et il finira à l'agonie, renversé par un chariot après avoir conduit à l'asile son amour de femme devenue folle. Notre homme mourra seul et dans le néant, seul et dans le désespoir, mort symbolique de notre auteur qui restera, lui, dans les faits, bien vivant. Alors pourquoi est-ce que le désespoir est aussi une jouissance et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien avant ça, un petit coup d'eau. Eh bien, fondamentalement, plus que le livre du désespoir, Le Désespéré, c'est un livre de la révolte. C'est le premier roman de l'auteur, il est l'éclatement d'une bombe de décennies d'injustice vécue, réelle ou supposée, peu importe, exprimé dans un style totalement outrancier. Un style qui allie la modernité du langage et l'archaïsme des constructions et des références, un style, donc,
mais surtout une volonté, celle de s'affranchir de la norme littéraire et des désirs de l'opinion publique, tout en maîtrisant son écriture. Un style tout à fait aérien, et en même temps pesant, et au vocabulaire à la fois désuet et mélodieux. Il est, ce livre, représentatif de l'esprit fin de siècle et de son profond désenchantement sur le fond, parce que eh bien, c'est encore la rencontre de l'ancienne société, donc celle de l'ancien régime et des hoquets du 19e, et celle de la nouvelle religion républicaine progressiste, dont eh bien, les frottements conduisent aux résistances et aux déceptions. De toute façon, mis à part peut-être, et encore ce n'est pas sur les 30 Glorieuses, sans doute qu'aucune époque n'a su surmonter cette fondamentale contradiction ni faire taire les esprits libres et antimodernes. Le Désespéré est une œuvre personnelle, celle du croyant désespéré en but à un monde sans transcendance. Et le fait est aussi que le désespéré est nourri d'un passé à exorciser pour l'auteur. Deuils amoureux tragiques, mise au banc de la République des Lettres, héros fictif donc à son image, avec la seule pudeur légale de modifier la plupart des noms de ses contemporains. Et donc en maintenant ce rideau de fiction, Blois se permet de ne pas raconter la vie d'un homme, la sienne seulement, mais la vie des hommes. Un homme qui pourrait donc être un autre que lui, t'oppose du roman du 19e, où tout homme est un homme d'exception, tout homme est un symbole. Et Marche Noire est ici l'homme abaissé de sa condition par une époque sans héroïsme et abaissé sous la sainteté par sa condition de simple homme physique. Le Désespéré, c'est aussi une critique sociale. Son projet de mendiant est de dire la vérité aux hommes, ce qui ne peut rien lui coûter puisqu'il n'a rien, et donc c'est un des romans du pauvre, qui est aussi un style. Le seul être, le pauvre, qui est assez avili pour être grand, et pour ne pas avoir à contrefaire la morale et la justice. Cela fait aussi de lui un homme de son temps, puisque le 19e finissant alterne les scandales et les pamphlets. On reviendra encore une fois à la fin sur Blois le rôtisseur. Homme de son temps donc, dans la mode fin de siècle, du tourment de vivre, du nihilisme, que partage Marche Noire le pauvre croyant entre cette espèce de post-romantisme et de pré-marxisme, de prolétariat et de chevalerie assez étrange. Ce qui différencie Blois du nihilisme poseur de bombes, et qui ne change d'ailleurs pas la forme mais le fond, c'est son christianisme. Donc le restant d'espérance même dans le désespoir, parce qu'il reste assez d'énergie pour entrevoir le salut. Ce qui n'en fait pas un suiveur du troupeau non plus. Blois a bien entendu sa conception des persécutions républicaines en cours et de leur succès face à des congrégations d'eunuques qu'il méprise. Je cite l'auteur. « J'ai trouvé des âmes de torchons graisseux qui m'ont exhibé la consultation d'un avocat dont ils avaient été prendre la vie pendant qu'on violait leur mère. Il serait donc au moins ridicule de prononcer le mot de persécution à propos de cette clique de fluents cafards qui s'en vont téter en sortant de la sainte table les mamelles pourries de la légalité et qui livreraient aux plus noirs cochons leurs propres femmes, leurs plus jeunes sœurs et jusqu'au corps sacré du Dieu vivant pour conserver l'intégrité de leur peau et de leurs écus. » L'auteur espérait le succès de Scandale et voulait marteler un message en étrillant tous ses contemporains. Il est en effet persuadé que, dans cette société sans avenir, dans cette société de l'abîme, les hommes qui exercent le ministère de la parole portent une responsabilité écrasante dans la dégringolade universelle. La fausse gloire doit être pourfendue, le culte du moi, faisons ce clin d'œil à Barès, la jouissance, le conformisme triomphant sur les débris du renoncement à la grandeur et sur la vraie misère, tout ça doit être dénoncé. Je cite l'auteur. Le Désespéré n'est pas un pamphlet d'occasion ou d'actualité, mais une satire sociale, et les personnages ne sont pas nommés parce que précaires et périssables, les noms ne sont que des étiquettes collectives pour la délimitation des espèces et sous-genres. Alors, on va en revenir aux citations, on aurait tort de n'y voir qu'un anecdotique tombereau d'ordures. Ces gens existent, ils sont visés, mais comme on l'a dit juste avant, ce sont des archétypes qui sont vilipendés dans leur bassesse, et dans une perspective quasiment scolastique. C'est littéralement leur exemplaire dégénérescence qui est le modèle. Ce sont tous des lamentables, ce sont tous des traîtres à la joie, ce sont tous des traîtres au beau et au fraternel. Que penseriez-vous de la charité d'un homme qui laisserait empoisonner ses frères de peur de ruiner, en les avertissant, la considération de l'empoisonneur ? Blois, c'est un style.
Ce n'est pas forcément un styliste, ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas une recherche, enfin si, mais c'est une recherche un petit peu du naturel de la colère, c'est aussi la malice de la satire du pompeux, et à mon avis, c'est évident que ça ne peut pas plaire à tous. Qu'on ne se méprenne pas non plus sur le caractère réellement impossible de Blois, ni sur les misères vécues. L'auteur fut un véritable misérable dans un abîme de noirceur. Il fut un réel fouilleur de poubelles. Il a enterré, on l'a dit, une phthisique, une tétanique. Il a vu une autre compagne devenir folle, compagne toute ramassée dans la rue. Il a enterré ses enfants. Il ne faut pas oublier que c'est une époque où l'on meurt beaucoup, où l'on meurt jeune, et eh bien, où l'on est profondément misérable et pour longtemps. Il mérita aussi, sans aucun doute, son épithète de mendiant ingrat, n'hésitant eh bien jamais à taper un individu qu'il insulterait copieusement le lendemain dans un article incandescent. Mais il est aussi un vrai écrivain qui a choisi la misère et l'écriture de ce qu'il pensait être le vrai, plutôt que la compromission que son talent aurait pu lui permettre. Blois n'est certes pas un maudit, il a pour lui la postérité qui a avalé la plupart de ses contemporains. Par contre, on peut reconnaître à cet homme quelque peu abusif, déclamateur, diffamatoire, grandiloquent, une vraie vie de misère et une vraie constance à porter une croix lourde, eh bien, celle de ne s'être jamais couché face à son époque et d'avoir enduré la misère et les humiliations pour sa cause. La leçon qu'il nous donne est celle eh bien, du courage, de la misère et de la non-compromission, l'exemplarité du mendiant et son triomphe posthume. Une leçon, en tout cas pour les écrivains du jour et du lendemain. Pour autant, que reste-t-il de Blois ? Eh bien, pas grand-chose, c'est certain. D'abord parce qu'il fut un homme d'un succès de presse et que s'il fut un graphomane, il n'est l'auteur que de 2 romans, le roman étant la forme qui conserve sans doute le mieux l'hérédité littéraire. Et ensuite parce qu'il fut un homme de paradoxe, profondément chrétien, très violemment anticlérical, antisémite, pourtant auteur du salut par les Juifs face à Drummond, ordurier et scatologique, mais s'amusant pourtant avec le registre le plus soutenu. Il devenait inclassable, ce que ne pouvait apprécier son temps et probablement tout autant le nôtre. Et pourtant, eh bien, on ne peut lui dénier une postérité, on l'a dit. Il a enterré dans cette dernière la plupart de ses contemporains. Son style a su résister au temps, notamment par une certaine force et un humour, et son caractère inclassable est devenu fécond, ouvrant la porte, à mon avis, à ce que l'on a pu ensuite abusivement qualifier d'anarchiste de droite. Voilà, pour ce que ça veut dire, peu importe. Sa postérité, c'est celle de la lignée qui viendra des pamphlétaires, très souvent pamphlétaires de droite, qui comptent là aussi très souvent des ennemis dans tous les camps. Après tout, plus d'ennemis, plus de gloire. Et donc chrétien, adversaire de la bourgeoisie et de l'argent, antisémite et patriote, philosémite et opposé à la colonisation, il est un homme de son temps. Et donc on peut encore lire Blois, donc profitons-en. Alors je n'ai pas forcément besoin de dire ce que j'en ai pensé. Tout mon bonheur est dans cette terrible rôtissoire. Sur le fond, Le Désespéré n'est sans doute pas mon livre préféré. J'en admire toutefois profondément la forme, je suis assez sensible au pamphlet. Je suis sensible aux gens terribles, qui ne sont peut-être pas sans compromission, mais qui ont vécu comme ils ont écrit et parlé, au moins ont essayé avec toutes les difficultés que cela comporte. Blois a fait preuve de courage, dans la paix comme dans la guerre d'ailleurs, et a accepté sa misère comme prix de son honneur. N'étant pas un expert de Blois, dont j'ai lu Sueur de sang, Le Pâle, Brelan d'excommunié, Byzance et Constantine, et les déracinés, 5 œuvres, donc je ne vais pas pratiquer l'exégèse, mais eh bien, si vous voulez lire Un homme en colère, je pense que l'on peut commencer par Blois, même s'il est peut-être moins actuel qu'un Bernanos, auquel il ressemble, hein, bien entendu, sous certains aspects. Mais voilà, c'est un homme entier qui envoie paître les Philistins, et il le mérite. Des hommes comme ça nous manquent sans doute, non pas que manquent les hommes en colère, on en a pléthore, mais c'est plutôt le talent de l'exprimer qui nous fait défaut. Je tiens aussi à dire que l'édition classique, au-delà du roman en lui-même, est munie d'un très riche et très utile appendice explicatif, très enrichissant, très sympathique. Alors maintenant, je ne sais pas comment vous allez apprécier la chose, ni si c'est restituable, et encore moins si je suis capable de le restituer,
mais je vais vous offrir verbalement les victimes de l'Holocauste de Blois, en vous donnant en une ou deux lignes le pédigré des victimes en question, que l'histoire a rendu anonyme pour la plupart. Bien entendu, je ne vais pas citer toutes les cibles parce que ça ferait une liste trop indigeste, mais c'est à titre personnel, voilà ce que je préfère dans l'œuvre, tout en sachant que c'est terriblement réducteur, mais c'est aussi ce pourquoi Blois était connu de son vivant même. Cela ne doit pas conduire à omettre son œuvre globale, mais je trouve que c'est non seulement fait avec talent, mais aussi dirigé contre des hommes tout à fait oubliés, donc voilà, ciblés avec une certaine acuité par l'auteur, alors qu'ils étaient des sommités de leur temps. Et c'est aussi un moment libératoire de haine, honnête et franche, et ma foi, parfois ça fait du bien. J'ai décidé de ne garder que 10 de ces portraits au vitriol, en essorant un petit peu pour ne conserver que quelques lignes d'exécution, à voir, ma foi, si cela plaira ou pas. À la limite, peu importe. Commençons donc. Et nous commençons par Georges Jaunet, qui est l'un des seuls dont est livré le vrai nom. Alors très rapidement, Georges Jaunet est né en 1848 et mort en 1918. C'est un historiographe de la bourgeoisie française qui va connaître avec son style mélodramatique de feuilletoniste autant de succès dans le public que de détestation critique. Je le cite. Mais l'auteur du Maître de Forge est un mastroquet heureux qui mélange l'eau crasseuse des bains publics à un semblant de vieille vinasse pour le rafraîchissement des 3 ou 4 millions de bourgeois centre-gauche qui vont se saouler à son abreuvoir. Le Jupiter tonnant de l'imbécilité française, le squalide bossu millionnaire, dont la prose soumise opère une succion de 100 000 écus par an sur l'obscène pulpe du bourgeois. Passons ensuite à Arthur Meyer, dépeint comme Judas Nathan, dans le livre, qui est le juif qui va retirer les dents de la femme de Marche Noire. Le livre est assez particulier. En l'occurrence, Arthur Meyer, qui est né en 1844 et mort en 1924, qui est un petit-fils de rabbin, eh bien, il sera le directeur du Gaulois en 1868, qui est le grand quotidien conservateur, et qui sera une des cibles préférées de l'antisémitisme du temps, malgré l'antidreyfusisme personnel de Meyer et sa conversion au catholicisme en 1901. Je cite Blois à son endroit. Pour 2 francs, on lui aurait fait nettoyer une dalle de la morgue avec sa langue. Vous voyez un petit peu la violence du propos. On passe ensuite à celui qui est Properce Beauvivier dans le livre. Alors il s'agit de Catulle Mendès, né en 1841 et mort en 1909. Là encore, c'est assez difficile de résumer la vie de cet homme, qui est, bien comme vous l'aurez deviné au nom, d'ascendance paternelle juive, qui sera le fondateur de nombreuses revues, qui sera le mari de nombreuses femmes et le père de nombreux enfants, qui sera aussi un franc-maçon, un homme de journaux et de lettres, aujourd'hui parfaitement oublié, mais qui sera une immense sommité de son temps. Je le cite. « C'est le plus infâme des hommes et, pour tout dire, sa bienveillance est plus à craindre que son inimitié déclarée. C'est une espèce de Judas Don Juan, matinée d'Alphonse et de Tartuffe. Sa vie est un tissu d'abominations et de trahisons. On est forcé de se désinfecter au phénol comme un cadavre quand on a été regardé par lui. Espèce de bifron sémite à double sexe, l'un pour empoisonner, l'autre pour trahir. » Bien. À la suite, les plus connaisseurs auront reconnu Alphonse Daudet, qui est dépeint comme Gaston Schlotzsegg dans le livre. Alphonse Daudet, dont Hazard a parlé pour les Lettres de Montmoulin. Il est né en 1840, il est mort en 1897. Il est le père de Léon Daudet. Hein. Il est à l'époque une figure de premier plan de la littérature, auteur de ces romans un petit peu de mœurs populaires. Je cite Léon Blois à propos d'Alphonse Daudet. « Schlotzsegg nage, il est vrai, dans une moindre opulence. Cependant, il dépasse encore les plus cupides sommets littéraires de toute la hauteur d'un Himalaya. Il faut se représenter une façon de juif auvergnat, né dans le Midi, un troubadour homme d'affaires. Schlotzsegg est précisément un des plus mercantis de l'être dont le tube classique de cette vieille catin de gloire ait jamais trompé le nom. Ce plagiaire, à la longue chevelure, paraît avoir été formé tout exprès pour démontrer expérimentalement notre profonde ignorance de la littérature étrangère.
Armé d'un incroyable et confondant toupet, voilà 15 ans qu'il copie Dickens outrageusement. Il l'écorche, il le dépaisse, il le suce, il le racle, il en fait des jus et des potages sans que personne y trouve à reprendre. Il faut savoir que l'accusation de plagiat, et notamment effectivement de Dickens, a poursuivi Alphonse Daudet dans toute sa carrière littéraire. Vient ensuite celui qui est dépeint comme Raoul de Nîmes. Alors il s'agit de Paul Arène, Arène de Nîmes, hein, vous aurez compris le jeu de mots, qui est lui-même un écrivain provençal, né en 1843 et mort en 1896, et qui a été, comment dit-on poliment aujourd'hui, le prête-plume de Daudet, et qui va écrire lui aussi de nombreuses œuvres à thématique méridionale, et qui sera le collaborateur de nombreux journaux. Je cite Blot à son sujet. Raté, fébrile et gluant chroniqueur est généralement regardé comme un sous-chaud de seigue, ce qui est une façon lucrative de n'être absolument rien. Mais le crédit du maître est si fort que le vomitif de Nîmes arrive tout de même à se faire digérer. Incapable d'écrire un livre, il dépose un peu partout les sécrétions de sa pensée. Vient ensuite un homme totalement oublié lui aussi, Léon Cladel, qui est dépeint comme Léonidas Rieux-Pérou dans le livre. Alors lui est né en 1834 et mort en 1892. Il est un écrivain provincial qui se fait un petit peu naturaliste de la ruralité, qui sera un républicain vaguement communard et qui épousera aux horreurs une juive pratiquante. Je cite Blois à son endroit. C'est un personnage vraiment divin celui-là, capable de restituer le goût de la vie aux plus atrabilaires disciples de Schopenhauer. Il est grotesque comme on est poète quand on se nomme Échille. Il a la folie de la croix du grotesque. Méridional, autant qu'on peut l'être en enfer, doué d'un accent à faire venir le diable, il rissole du matin au soir dans une vanité capable d'incendier le fond d'un puits. Ensuite, nous passons à Armand Sylvestre, dépeint comme Andoche Sylvain dans le livre. Lui est un polytechnicien, né en 1837, mort en 1901, et qui est un poète fonctionnaire du ministère des Finances, qui finira par se faire une spécialité dans la grivoiserie littéraire et sera un antidépresseur modéré. Je cite l'auteur. Celui-ci présente l'aspect d'un commissionnaire de gare congestionné, à la barbe épaisse et sale, au teint de viande crue et bleuâtre, à l'œil injecté et idiot, qu'on craindrait à chaque minute de voir rouler malproprement au milieu des colis qu'on lui aurait confiés en tremblant. L'éternel rhapsode du paix, que ces latrinières idylles ont fait adorer des multitudes. Passons ensuite à un auteur bien connu, Gilles de Vaudoré, dans le livre Guy de Maupassant, hein, qu'on ne présente pas, et que Blois dépeint comme si. Étonnamment dénué d'esprit et de toute compréhension de l'esprit des autres, il est impossible de rencontrer un être plus incapable d'exprimer un semblant d'idée ou d'articuler un seul traître mot sur quoi que ce soit, en dehors de son éternelle préoccupation bordelière. La parfaite stupidité de ce jouisseur est surtout manifestée par des yeux de vache ahurie ou de chien qui pisse. En conséquence, il est admiré de la juiverie parisienne qui le reçoit avec honneur, ce dont il crève de jubilation. Quand il est invité chez Rothschild, le tringlot en informe 15 jours durant la terre entière. 9e de nos portraits, là aussi un homme totalement oublié, Paul Bonnetin, dépeint comme Hilaire du Poignet. Né en 1858 et mort au Laos en 1899, il est un homme qui s'engage dans les troupes de marine et qui fera paraître un livre pour lequel il sera connu à l'époque, scandaleux, mêlant onanisme, religion et pédérastie, du nom de Charlot s'amuse, puis il deviendra correspondant de guerre au Figaro avant de disparaître mystérieusement au Laos. Je cite Blois. Hilaire du Poignet est un héros flûte en cul pharmacien, de la guerre du Tonkin où il se signala comme infirmier. Les troupiers l'avaient surnommé 5 contre 1 à cause d'une habitude honteuse qu'il se hâta de révéler à ses contemporains dans un roman autobiographique d'une invraisemblable fétidité. Il offre à l'observateur la lividité sébacée d'un homme sur le visage duquel on aurait pris l'habitude de pisser. Le Paganini des sollicitudes dont la main frénétique a su faire écumer l'archet. Et enfin, dernier de nos portraits, Albert Wolff, là aussi qui est cité sous son vrai nom, qui est né en 1825 et qui est mort en 1891, qui est un Français d'origine juive et allemande, qui va collaborer à la plupart des titres de presse de l'époque, qui est un critique d'art très connu du temps. Je cite Blois à son endroit. Wolff est le monstre pur, le monstre essentiel, et il n'a besoin d'aucune sanie pour inspirer l'horreur.
Il lui pousserait des champignons bleus sur le visage que cela ne le rendrait pas plus épouvantable. L'aspect général rappelle immédiatement le fameux homme à la tête de veau qu'on exhiba l'an passé. La face entièrement glabre, comme celle d'un anamite ou d'un singe papillon, est de la couleur d'un énorme fromage blanc dans lequel on aurait longuement battu le solide excrément d'un travailleur. Comme si ce n'était pas assez de la rage d'avoir été vaincu et piétiné par 1 million d'hommes, et qu'il nous a fallu encore avaler la suprême honte d'être opprimés par cette vieille salope, sans esprit, ni cœur, ni sexe, ni conscience. Voilà, je vous ai livré ce qui est une petite partie effectivement du désespéré de Blois au moment comment dirais-je, de ce dîner littéraire et où il va brocarder la totalité de ses contemporains dans des pages qui sont d'une violence mais aussi d'une jouissance assez sympathique. Dire du mal parfois fait du bien. Donc voilà pour l'œuvre, on termine par une phrase et une note, comme d'habitude, je vous cite la phrase. Ah, les heureux de la vie, qui jouissent en paix d'un beau livre, ne songent pas assez aux souffrances, quelquefois sans nom ni mesure, qu'un pauvre artiste sans salaire a pu endurer pour leur verser cette ivresse. Quant à la note, ce sera Malfilâtre sur 10. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Malfilâtre, vous irez voir sur Wikipédia. Voilà pour ce soir, voilà pour la reprise de cette année 2026, avec un livre, ma foi, assez particulier. Le désespéré de Léon Blois, que je vous conseille si... Alors au-delà de cette méchanceté profonde de l'auteur, de cette colère, ça reste un livre tout de même assez difficile dans son registre de langage, assez particulier. La plume de Blois est vraiment très très particulière. Ça reste effectivement un livre, on va dire, de justification personnelle et de colère, donc à la portée peut-être plus limitée pour certains, mais moi ça n'est pas mon livre préféré, ça reste tout de même un assez grand plaisir de lecture qui bien enrichit sur ce que l'on peut connaître et comprendre d'un auteur. Donc voilà pour ce soir. La reprise est un petit peu, comment dirais-je, délicate, hein. La machine se grippe un petit peu, donc je vais reprendre les choses petit à petit. Sur la semaine prochaine, bien écoutez, mercredi, normalement, on doit parler de Kaiser Reich avec Al-Azhar. Si jamais il ne vient pas, j'en profiterai donc pour rattraper ce qui aurait dû être ce dimanche. Nous parlerons de Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 d'Emmanuel Leroy-Ladurie. Vendredi, nous rattraperons ce que nous n'avons pas fait mercredi dernier, c'est-à-dire le premier mercredi hiérarchie de l'année, où Hazard et Ben Sira viendront en ma compagnie parler de 10 livres qu'on a envie de partager. Le but étant, à l'issue de la semaine, que nous ayons rattrapé le retard que nous avons accumulé. Voilà, donc ça fait plaisir de reprendre un petit peu cette activité. On ouvre avec ce livre assez particulier, une relecture moi, que j'aime bien me faire de temps en temps. Ne serait-ce que pour ces passages où il brocarde absolument tous ses contemporains, moi qui me font toujours sourire, parce qu'il y a comme vous l'avez pu l'entendre, le sens de la formule chez Blois et cette espèce d'alliage entre le registre soutenu et la plus pure scatologie, que je trouve toujours assez jouissive. Donc voilà pour ce soir, on se retrouve donc quoi qu'il arrive mercredi, on verra, soit réception Kaiser Reich, soit Montaillou village occitan. Vendredi, donc en compagnie d'Hazard et de Ben Sira, il n'y aura pas de gaming sur le mois de janvier, pas le temps malheureusement, donc il y aura plein d'autres vidéos, mais il n'y aura pas de gaming. Et à partir de février, on aura une GPO sur Hearts of Iron 4, donc s'il y a des motivés, s'il y a des gens qui veulent participer, ce sera avec plaisir, ce sera sur le Discord comme d'habitude. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine et une bonne soirée à tous, et à bientôt.